Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un grand rendez-vous expatrié en Allemagne. C'est en Sarre que toute l'équipe a posé ses caméras. L'idée est simple, vous faire découvrir autrement une région qui se trouve à quelques pas de chez nous. Au programme d'aujourd'hui, la cité de cette région, Saarbrück. Elle compte environ 180 000 habitants et se situe à 1 heure de Metz. Alors avant d'aller tester le moyen de locomotion par excellence ici à Saarbrück, le vélo, on va tout de suite rejoindre notre guide Catherine Fabre, attachée de presse au comité tourisme de la Sarre. Elle nous attend au château du Schloss. Allez, on y va. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Fort bien, Valentine. Vous êtes remise de la marche, ça va? C'est ce que j'allais vous demander. Moi tout à fait. Alors prête du coup à découvrir Saarbrück, cette jolie ville. Et on commence donc par le premier lieu, le château du Schloss. Alors à quel moment il a été construit ce château? Ça a été construit, ce château, au XVIIIe siècle, sur l'ancien château Renaissance qui lui-même avait été construit sur un château fort. Et donc ce château que nous voyons, c'est un château construit par Stengel, l'architecte Stengel. C'était l'architecte star de l'époque. D'accord. C'est vrai qu'on est assez impressionnés parce que moi, quand vous m'avez dit on se donne rendez-vous au château, j'attendais quelque chose de très ancien. Et là, cette partie vitrée hyper contemporaine, j'ai été très surprise. Alors à quel moment est arrivée cette partie-là ? Cette partie a été construite en 1989, ça a été construit par un autre architecte star, Böhm, et cette partie rappelle les industries phares de la région qui étaient le verre et l'acier, et ça donne un aspect très contemporain, c'est très audacieux de rajouter ça dans ce château baroque, qui à l'époque était le lieu de pouvoir du prince Guillaume Henri. C'était tout à fait différent en France de l'Allemagne. On se souvient, en France, on avait une cour à Paris autour du roi. Et tous les nobles gravitaient autour de Louis XIV ou de Louis XV, plus tard, et Louis XVI. En Allemagne, on avait des cours différentes. Et là, la famille princière avait envie de se faire un beau château, vraiment quelque chose, une belle ville baroque. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir, au XVIIIe siècle, donc le premier architecte qui a construit ça. Qui a construit ce lieu-là. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, je trouve qu'il se met tout à fait dans son époque, à la fois en alliant l'ancien, le moderne. On est très surpris. Alors aujourd'hui, quelle est la fonction de ce lieu-là ? Ce château est encore un lieu de pouvoir, dirons-nous, c'est le siège de l'administration du Grand Saarbrück. Mais d'un autre côté, les citoyens peuvent y avoir accès parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de manifestations culturelles. En été, il y a des apéros-concerts gratuits tous les dimanches à 11h et à 18h, ou des concerts en soirée. Et c'est vraiment quelque chose de sympathique, des salons et d'autres manifestations pour tout le monde. Qui s'adresse au grand public. Donc c'est vraiment un lieu incontournable ici à Saarbrück. Quand on vient, il faut quand même aller faire un tour sur ce château et le découvrir, parce que c'est vrai que ce qui est sympa aussi, c'est se promener. On le voit, les escaliers qui montent tout doucement sur cette partie vitrée. Je pense que c'est un lieu à découvrir forcément quand on vient ici. Vous parliez de manifestations culturelles. On a également un événement incontournable au mois d'août. Velocipiedad, compliqué à dire, et Vélo Nostalgie, un événement donc autour du vélo, puisqu'aujourd'hui, ici à Saarbrück, c'est un moyen de locomotion, je dirais, par excellence. Alors une manifestation qui existe depuis un moment, je crois, où les amoureux, les passionnés de vélo viennent chiner des pièces de vieux vélos, finalement, pour ajouter sur leur moyen de locomotion. C'est ça, cet événement-là ? Oui, c'est un événement qui est intéressant parce qu'on peut venir retrouver des pièces pour ces vélos anciens. On peut même participer à des enchères, s'acheter peut-être un nouveau vélo ancien, dirons-nous. Et il y a aussi des promenades en vélo où tout le monde vient habillé d'époque. Donc il y a des gens qui viennent plutôt en hippie, s'ils ont les vélos des années 70, ou alors les vélos anciens. C'est très intéressant, c'est très joli à voir. Et c'est très tendance, le vintage, on ne cesse de le répéter. Alors moi, je vous invite à faire un tour ici. Ça sera du 22 au 24 août
au château donc de Sarrebruck, vélo six-pieds-d'âne et vélo nostalgie pour faire un voyage dans le temps finalement avec des vélos. Alors en parlant de vélo, on va aller tester tout de suite le vélo électrique, mais avant ça, moi je vous propose de revenir en arrière. Et bien on parle beaucoup de cette région de la Sarre, moi je vous propose d'en savoir un petit peu plus. On va aller visiter tout de suite le musée de la Sarre et découvrir également les catacombes. Alors dans ce musée de la Sarre, on peut découvrir une chambre de tir, une salle également de bal, mais aussi finalement des vieilles casemates qui datent de la Renaissance. L'équipe de la rédaction a tout simplement poussé les portes de ce site. On regarde tout de suite ce reportage et puis on revient juste après. Lorsque l'on franchit les portes de ce musée, c'est toute l'histoire de ce petit land d'1 million d'habitants qui s'offre aux visiteurs. Longtemps française, suite à l'annexion de Louis XIV, cette région jadis prospère grâce au charbon et à l'acier se dévoile par son exposition permanente retraçant son passé contemporain. De la guerre franco-prussienne de 1870 en passant par sa séparation dans l'Empire allemand jusqu'à son rattachement politique à la République fédérale d'Allemagne en 1957, cette période particulièrement mouvementeur a vu ses habitants changer de passeport à 5 reprises au cours de leur vie, devenant tour à tour ressortissants prussiens, habitants du territoire sarrois, citoyens du Reich allemand, de la Sarre, puis enfin de la République fédérale. Une personne qui est née en 1900 avec 5 passeports différents, on s'est quand même senti allemand parce qu'il y avait la langue, c'était allemande. Hein, il n'y a pas un dialecte français en Sarre, hein, mais en Lorraine, il y avait un dialecte allemand dans un certain sens, dans une partie de la Lorraine. Hein, et là, une différence. Alors les Sarrois voulaient toujours être allemands, mais l'état du patriotisme était très différent. Malgré ce partage entre plusieurs principautés et grâce à une grande solidarité en son sein, ce petit territoire conservera tout de même une identité qui lui est propre. Une histoire riche qui remonte même bien au-delà de cette période. À ce musée, le château fort de Sarrebruck a enfoui pendant des siècles un prestigieux patrimoine. À 14 mètres de profondeur s'opère un saut dans le passé de 500 ans, qui recèle des parties des vestiges du XIIIe jusqu'au château baroque du XVIIIe siècle, rendu accessible au public en 2007. On savait qu'il y avait la forteresse, mais on ne savait pas ce qu'il y a encore ici. Et bon, c'était aussi une mesure qui, pour le tourisme, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui viennent pour voir cette forteresse souterraine. C'est pas changé, c'est pas reconstruit. Nous avons seulement déterré et c'est resté pendant des siècles sous la terre. Et c'est bien conservé. Vous avez même les signes de Maceran qu'on peut voir. Et je crois ce qui fascine les visiteurs, c'est qu'ils ont l'impression d'entrer dans l'histoire et de se trouver au milieu du passé. Ce land à part, lien entre deux nations autrefois ennemies, se conjugue donc au passé et au présent. Et c'est au musée historique qu'il se raconte le mieux. C'était sympa ce petit tour à vélo, avec un vélo électrique, parce que ça reste ici, Catherine, le moyen de locomotion par excellence. Alors, comment il s'est implanté ici, ce vélo? Est-ce que les Sarrois l'utilisent beaucoup? Eh bien, c'est un réseau que nous avons mis en place ici il y a quelques années. D'ailleurs, c'est le seul land de la Sarre à avoir un réseau de vélos électriques. Et c'est bien pratique parce que la Sarre n'est pas toujours aussi facile à découvrir à vélo. Ici, on est en bord de Sarre, mais il y a parfois du dénivelé. D'accord, donc c'est une vallée qui est assez vallonnée. Et pour le coup, l'assistance électrique, ça permet en montée de se reposer un petit peu. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée parce que c'est quand même plus sympathique. Fini les différences de conditions, de physique. Je crois que c'est assez rare que je fasse du vélo. La preuve, il commence à pleuvoir. Je suis désolée, j'ai apporté la pluie en Sarre. C'est vrai que c'est assez original comme moyen de locomotion, mais ça s'est implanté finalement de plus en plus dans les villes. Et je crois aussi qu'ici, ce qui est très important, c'est la signalétique et les panneaux. C'est vrai qu'on le dit souvent, les Allemands sont très carrés. Est-ce que, moi qui ne parle pas du tout allemand, je sais juste dire Guten Tag, donc les panneaux, j'arriverai facilement à les comprendre?
Eh bien, ce qui est très simple, c'est que je peux dire que pour se perdre, il faudrait vraiment faire exprès parce que ici, la Sarne a non seulement un réseau de vélos électriques qu'on peut louer le jour ou pour le week-end, mais aussi tout un réseau de pistes cyclables qui sont parfaitement balisées et chaque piste a son pictogramme et on retrouve les villes comme ça et vraiment c'est parfait, pas besoin d'avoir une carte et de suivre ça. De plus, il y a toujours des panneaux d'information en plusieurs langues. On peut comme ça se renseigner sur son parcours, voir les choses à visiter. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre tout de suite le site qui est juste derrière nous. On le voit, on ne peut pas le louper. C'est un haut fourneau, le Von Klinger Hütte. C'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. On a Romain, notre guide, qui nous attend sur place. On y va, Catherine, parce qu'il pleut. Alors, on y va. C'est à fond. On y va maintenant à pied. Je laisse le vélo, c'est vrai. Moi aussi, c'est parfait. Magic. Call it true. Call it magic. Nous sommes sur le site du Haut Fourneau, le Von Klinger Hütte, en compagnie de Romain Dalfero, notre guide. Un lieu, Romain, chargé d'histoire. C'est un site qui est époustouflant. Vous allez nous emmener dans le passé parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce lieu-là. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue Merci. à la hutte de Völklingen. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est relativement très grand. Il fait quand même 600 hectares. 60 hectares sont classés actuellement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis quelques jours, le lieu de visite a été augmenté. Nous sommes à 7,5 hectares de possibilités de visite. Donc il n'y a pas seulement la visite de l'usine proprement dite, il y a toujours des expositions permanentes. En l'occurrence, dans la salle des Soufflantes, il y a actuellement l'exposition sur la réunification de l'Allemagne il y a 25 ans. Il y a l'exposition du Ferrodrome. Et bientôt, au mois de juillet, une grande exposition qui va s'ouvrir, c'est les pharaons et les pyramides. Donc un lieu d'une richesse culturelle assez impressionnante. On est devant cette tour. Combien de mètres elle fait? Parce que c'est vrai qu'elle est hyper impressionnante. Alors d'une part, ce ne sont pas les tours, c'est ce que vous voyez, ce sont les hauts fourneaux qui sont encadrés des réchauffeurs, ce sont les coppers. Les hauts fourneaux, on ne les voit pas, et les fameuses cheminées que vous voyez, ce sont ni plus ni moins des cheminées en pierre qui permettent l'évacuation des feux de combustion, mais qui n'ont rien à faire avec l'élaboration de la fonte. Alors comment ça fonctionnait? Parce que c'est pareil, il y a un plan incliné, j'imagine que c'est là que descendaient peut-être tous les éléments, finalement tous les matériaux. C'est justement la particularité de Völklingen et c'est pour ça que c'était la première usine qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont ces deux plans inclinés. Vous avez un devant vous, c'est ce qu'on dirait le plan incliné qui va acheminer le minerai sur la plateforme du Gollard qui se trouve à une hauteur de 27 mètres. De l'autre côté, il y a exactement le même plan incliné, c'est lui qui va ramener le charbon au fourneau. La particularité, c'est que jour et nuit, du 1er janvier au 31 décembre, 365 berlines fonctionnaient et transportaient ces matériaux de la salle des mélanges jusqu'au fourneau. De telle façon, lorsque cette usine a été arrêtée en 1986, parce qu'elle a commencé en 1880 et arrêtée, donc je répète, en 1986. Pourquoi qu'elle a été arrêtée? C'est parce qu'il aurait, après le premier choc pétrolier, il aurait fallu l'agrandir. Et c'était pas possible? D'un côté, nous sommes bloqués par le fleuve, de l'autre côté par la voie de chemin de fer. Donc, ils ont préféré construire une nouvelle usine qui se trouve actuellement à Dillingen, c'est à 10 km d'ici. Et la fonte qui est produite à Dillingen est acheminée à l'acierie à Völklingen, qui, elle, fonctionne encore par voie de chemin de fer. Alors c'est vrai que ce site est époustouflant, chargé d'histoire. On peut donc le visiter comme nous ce qu'on fait aujourd'hui. Vous parliez des expositions. Il y a une rue qui est assez intéressante. En arrivant sur le site, on en parlait tout à l'heure, c'est la rue des Artisans qui est aujourd'hui devenue finalement le lieu d'expérimentation des étudiants des Beaux-Arts. Tout à fait. Donc cette rue qu'on appelle la rue des Artisans était dans ce temps-là les ateliers des plus de 50 corps de métier des personnes qui travaillaient ici. Donc lorsque l'usine a été arrêtée, tout de suite ils se sont rendus compte que si les bâtiments ne sont pas occupés, ils vont tomber en désuétude. Donc on l'occupe. Ce sont donc les étudiants des Beaux-Arts de Saarbrück qui le jour sont en formation à l'université de Saarbrück et le soir ici viennent faire leurs travaux pratiques. Donc un vrai terrain d'œuvre. On va aller faire un tour dans les Soufflantes, c'est ça? Oui. Eh ben on y va, Romain. Merci, on y va. No, I don't, it's true, I don't know
Romain, on est donc dans cette salle d'essoufflante. Alors qu'est-ce que c'est une salle d'essoufflante? Alors la salle d'essoufflante fait partie des 4 éléments qu'on a besoin pour élaborer de la fonte. Donc, je le répète, donc l'acier, le charbon, l'air et l'eau. Et ici dans cette salle, comme vous le dites, c'est là que l'on va produire de l'air, mais de l'air non pas comprimé, de l'air en grand volume. Cet air va partir de l'autre côté du site, dans les coppers, les réchauffeurs, ou au fourneau, où elle sera montée à une température de 1200 degrés, et elle servira pour élaborer la fonte. Là-dedans, quand même, je précise que les conditions de travail étaient très très dures. D'une part, on ne travaillait pas 35 heures, on travaillait 57 heures. La température après 40 degrés, aux alentours de 100 décibels. Et c'était donc, vous voyez très bien, en partie le carrelage qui est un carrelage Villois et Bourg authentique. C'est là toutes les nuits que les hommes étaient obligés de le nettoyer